Les musiciens ont des véhicules, un directeur provincial n'a pas de véhicule. Ce n'est pas normal. Tout ça, nous menons des enquêtes. Il faut prendre les maigres salaires que nous avons pour aller dans les quartiers, pour faire les démarches, pour mener, pour déceler un cas social. Il faut une enquête sociale bien approfondie. Mais on ne va pas faire l'enquête sociale derrière le bureau. L'enquête sociale, c'est au domicile. Voir les conditions dans lesquelles la personne vit. Il viendra vous dire, je suis cas social. Vous le vérifiez comment? Si vous ne partez pas voir là où il vit, vous écrivez seulement c'est un cas social. Mais il faut aller vérifier. Il faut monter un dossier en bonne et due forme. On n'a pas de véhicule. Il n'y a rien. On fait quoi? Qui est venu nous rencontrer hier. Ils ont une mission d'évaluation, de fonctionnement peut-être des structures sanitaires au Gabon. Donc ils visitent les principales structures pour voir comment nous recevons les gens, comment nous devrions faire le mieux possible de notre travail avec le peu de moyens dont nous disposons. C'est ça qu'ils sont là. Donc voilà comment ça se passe, quelles difficultés nous rencontrons, quelles sont les propositions de solutions à ces problèmes, et il faut ramasser tout ceci. Peut-être qu'il y a aussi une enquête de satisfaction des usagers, de la population de Yem, en ce qui nous concerne, et elle va ramasser tout cela pour amener aux plus hautes autorités qui vont peut-être réagir favorablement. Donc sans plus parler, je vais passer la parole à la personne qui doit gérer le bec. Le bec est mieux en fond de la bouche du compteur, le bec lui-même. Madame Aminata, vous avez la parole. Merci. Je sais que souvent le personnel médical, à l'époque, avait du mal à comprendre le combat d'Ascorine. Parce qu'on pensait que Ascorine se mettait à travers de leur fonctionnement interne, alors que nous, en tant qu'usagers, tout ce que nous, on souhaitait en tant qu'Ascorine, c'est de faire appliquer toutes les dispositions nécessaires qui améliorent les conditions de prise en charge au Gabon. Donc aujourd'hui, avec le CTRI, nous pensons, nous avons un président de la République, que dans cette 5e République, on fasse mieux ensemble. Qu'on ne soit pas des adversaires, que nous soyons tous animés de la volonté commune, celle de satisfaire les patients. Parce que chaque personne est un malade qui s'y je suis peut-être célèbre pour ça, mais vous connaissez l'histoire d'Aminata. L'histoire d'Aminata, c'est par le professeur Louembe. Je le dis parce que vous êtes du corps médical. Louembe et le professeur et le docteur Kumba. Vraiment, on fait honte à la République lorsque nous avons fait cette expertise. Parce qu'il y a eu des non-dits qui ont eu le procès. C'est dommage, même les avocats avaient honte parce que vous savez, en matière d'expertise, c'est celui qui a la même compétence que vous qui pratique l'expertise. Et le professeur avait en face de lui quelqu'un, un neurochirurgien qui n'était même pas professeur, mais qui l'a remis en quelques minutes sur rappeler les principes de prise en charge qu'il y a. Donc, nous sommes ici pour collecter des informations relatives à la prise en charge, à l'accueil et au comportement des acteurs de chaîne de la prise en charge dans les structures hospitalières. La chaîne, je sais qu'il y a plusieurs chaînes dans l'hôpital. Il y a les assistants que nous attendons beaucoup agir dans l'hôpital, jouant un rôle plus important, mais malheureusement, ce sont les mêmes problèmes à Libreville comme à l'intérieur. Nous ne sommes pas encore satisfaits et ils ont des difficultés, certes, que nous allons récolter, mais nous disons qu'on peut faire mieux parce qu'il y a des textes. Et souvent, ce que moi je n'aime pas avec le personnel médical, c'est qu'ils se tiennent, ils n'ont pas le courage de dire la vérité. Moi, je suis communicante. Moi, quand j'étais à la communication, si mon ministre a volé, je dis tu as volé. Et j'apporte la preuve de ce que je dis. Louembe, c'est mon frère. On était à l'université. Lui, quand il veut manger le pain, il me dit Brigitte, j'ai faim, je donne mes 1000 francs. C'est mon frère. Il est devenu TPG, devenu ministre de la communication. Je lui ai dit tu as pris le matériel de la FTG pour ouvrir Canal 7. Ce n'est pas normal. Et ça, je ne peux pas le protéger parce que c'est de l'argent public.
il faut que les mentalités évoluent. Il faut que le personnel reconnaisse que si nous sommes dans cet état, c'est parce que nous-mêmes, notre secteur ne nous donne pas les moyens. Ce n'est pas le gouvernement, il y a des textes. Il faut se battre, il faut les faire appliquer, c'est tout. Par rapport aux textes, sur l'accouchement gratuit, je ne sais pas si c'est appliqué à 100% ici, mais au Gabon, ça pose encore problème parce qu'à Jean Ébori, j'ai délivré plus de 500 femmes et les filets sociaux étaient là pour ça. Et ces filets sociaux qui sont souvent même utilisés autrement, alors que ça devait être au service des usagers. Donc, ce n'est pas toujours compris, ce n'est pas appliqué parce qu'ils prétendent que la CNAM ne paye pas tant, mais ce n'est pas le problème du malade. La loi est là, il faut l'appliquer. Il y a des gens qui ont accouché, si la loi dit qu'elle rentre dans la loi, il faut la laisser partir. Mais vous n'allez pas faire dormir les gens, les citoyens à la belle étoile pendant des mois. J'ai trouvé des femmes là-bas qui dormaient pendant 2 mois. Et pour voir votre bébé, vous devez miser le gardien pour aller regarder le bébé. Il y en a qu'on séquestré même à la buanderie. Des comportements du Moyen-Âge. Et quand j'ai découvert ça, le professeur Meyer aujourd'hui, quand il me voit, il a honte. Parce que Meyer, je lui ai dit en face, Meyer, tu es un Gabonais, à Tekbo, a le même diplôme que toi. Il est professeur comme toi, mais c'est lui qui te commande ici. Et tu es fort pour le protéger. Ça, là, c'est des comportements qu'on ne peut plus accepter. On est professeur, professeur, c'est professeur. Vous avez encore dans votre secteur des domaines où ce sont les étrangers qui vous commandent. Vous portez même les valises de ces professeurs. Moi, j'étais à Jean Ébori quand je suis là-bas souvent pour faire l'équipe de veille. Tu vois, à Tekbo, quand il descend une marmaille de petits médecins là, porte ses valises. Oh, à Tekbo, tu es devenu un roi au Gabon. Il se retourne, il la fort de la nuit. Je ne sais pas quoi, je dis la vérité. C'est un domaine de souveraineté. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, par rapport à la loi, moi, je veux simplement savoir à l'hôpital, par rapport à cette collecte, il y a une loi qui dit ceci. Sur l'accouchement gratuit, vous savez que l'ambulance est gratuite. Tout ce qu'il y a là, accouchement bas, parce qu'à Libreville, comme ici, on se plaint qu'il y a trop de césariennes. Parce que derrière la césarienne, il y a une bonification. Mais puisque c'est cadeau, vous allez pratiquer encore ces césariennes-là cadeau, puisque nous, on sait que c'est cadeau. Ce n'est pas la peine de tuer les gens. Et là, j'ai une femme qui est décédée avec son enfant en couche à l'hôpital général. Il y a 1 mois, personnel médical. C'est inconcevable. On meurt encore en couche à l'hôpital? Non. Donc, il faut l'appliquer. Maintenant, si vous l'appliquez, c'est bien. Maintenant, si la CNAMGES ne paye pas, nous allons voir ce volet de la CNAMGES après. Parce que j'aimerais que le référent de la CNAMGES soit là. Parce que la CNAMGES va nous faire cogner la tête. On en a marre de tous ces détournements. Donc, l'accouchement dans les structures sanitaires publiques, la loi est là. Je n'invente rien. Maintenant, celle que je veux... Décret numéro 111 PRMS du 26 mars 2018. Instituant la gratuité des accouchements dans les structures sanitaires publiques. Vu. Maintenant, je vous dis, article 1er. Par l'effet du premier décret, les accouchements dans les structures sanitaires publiques sont gratuits. Cette gratuité s'applique également aux structures privées reconnues d'utilité publique. Donc, si un Gabonais va accoucher dans une clinique qui a une convention avec la CNAMGES, c'est gratuit. Comme un pays comme le Gabon peut avoir 1000 cliniques, 1000 pharmacies, mais on ne comprend plus. La CNAMGES est venue, donc nous, notre argent, là, c'est pour enrichir les gens. Donc, il y a ça. Article 2. Il est dit ceci. Les prestations de santé visées par le présent décret couvrent notamment l'accouchement par voie basse et par césarienne, l'hospitalisation, la garde en observation, les soins post-mortem de la mère, les soins néonataux, les médicaments, le transport médicalisé. Sont éligibles à la gratuité des accouchements consacrés par le présent décret les femmes de nationalité gabonaise âgées de 18 ans révolus. La gratuité des accouchements instituée par le présent décret est assurée à 100% par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Donc, il faut poursuivre la loi pour comprendre. Donc, c'est là. Si c'est appliqué, c'est bon. Parce que moi, mon objectif, c'est de faire quoi? C'est bien, merci. Je l'ai vérifié hier, parce que quand j'allais chez la directrice, il y a une dame qui sortait. Maman, tu sors, tu as accouché ou bien tu es malade? Elle dit non, j'ai accouché.
Tu as payé? Elle dit non, c'est cadeau. J'ai dit ok, c'est bon. J'ai eu la paix. Mais Libreville, vraiment, c'est encore la galère. Hein. Il y a le décret numéro 207 PR-MSPS du 27 mars 2015 portant création et attribution d'un compte spécial pour le financement des investissements dans les formations sanitaires publiques périphériques. Donc, depuis 2015, vous avez ce fonds-là, géré par le ministre de la Santé. L'autre part, il vient, il trouve le fonds-là. C'est là depuis 2015 pour financer ce que je viens de décrire là. Hein? Portant création et attribution d'un compte spécial pour le financement des investissements dans les formations sanitaires publiques périphériques. Voilà. Donc, article 1er, vu, on laisse ça. Il est créé et placé sous la gestion du ministre chargé de la santé. Un compte spécial pour le financement des investissements dans les formations sanitaires publiques périphériques, après dénommé le compte spécial. Article 2. Le compte spécial est un compte ouvert par décision du ministre chargé de la santé à la Caisse des dépôts de consignation. Article 3. Le compte spécial a pour objet de financer totalement ou partiellement les investissements des formations sanitaires publiques périphériques ci-après, les dispensaires, les centres de santé et les hôpitaux départementaux. Article 4. Le compte spécial finance notamment l'acquisition des équipements de formation sanitaire publique visés à l'article 3 ci-dessus, la réhabilitation des cas de ces formations sanitaires publiques, l'acquisition des médicaments et consommables destinés à ces formations sanitaires publiques. Sont exclus des champs d'investissement du compte spécial le financement de la construction nouvelle des infrastructures, etc. C'est là. Oui. Je pense que ce décret-là n'est pas applicable ça fait partie des FOUSA, c'est-à-dire les formations sanitaires du département. D'accord. Parce que j'en sais quelque chose, je fais partie de ceux qui ont réfléchi. Donc ça existe. Voilà, ça existe. Voilà. Que ce soit ici, là vous êtes un hôpital régional. Mais quand on regarde autour de vous, ceux qui sont concernés par ça, je ne sais même pas s'ils savent même que ça existe. Parce que les médecins se tiennent. Je vais même à dispensaire Libreville, il n'y a même pas un outil pour la goutte épaisse. Rien que pour savoir que ce patient a un palu ou pas, tout le monde converge vers les CHU. Les CHU sont bondés et vous parlez des gros termes, la hiérarchisation des soins. On va faire ça comment? Comment on va appliquer ça? C'est peut-être la vulgarisation qui fait défaut. Oui, c'est ça. Mais quand ils font tout, pourquoi ne connaissent pas ça? Parce que chaque année c'est là, on prend bouffe et puis c'est tout. Nous, la société civile, nous on ne caresse pas les gens. Ça existe depuis, il faut mettre ça à la disposition. Maintenant, l'autre compte, c'est le compte de la prise en charge d'urgence. C'est le décret 204 PRMS du 11 juin 2014. Réglementant la prise en charge par l'État des cas d'urgence dans les structures sanitaires. Article 1er, au sens du présent décret, est considéré comme cas d'urgence toute circonstance qui, en raison de sa survenance ou de sa découverte, introduit ou laisse présumer un risque fonctionnel ou vital si une action médicale n'est pas menée dans l'immédiat. Le cas d'urgence est attesté par le médecin de premier accueil. Article 2. L'action médicale d'urgence a pour objet d'assurer aux malades, aux blessés et à la parturiente en quelques endroits du territoire national les soins d'urgence appropriés à son état. Article 3. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux structures sanitaires du secteur public et du secteur privé, agréées par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Article 4. La prise en charge obligatoire comprend les actes médicaux suivants: la consultation, les examens médicaux et paramédicaux, les soins administrés, les actes chirurgicaux,
transport médicalisé, la mise en observation ou hospitalisation, cette prise en charge est obligatoire et gratuite à 100% pour les premiers 24 heures pour tous les Gabonais, assurés ou non, lorsque le pronostic vital est engagé. Là maintenant, j'aimerais savoir le cas de l'hôpital canadien, est-ce que cette structure est aménagée? L'urgence là, service d'urgence, est-ce que c'est aménagé? Est-ce que la CNAMGES veille? Parce que c'est la CNAMGES qui doit être là pour contrôler si la personne a été prise en charge à 100% pour qu'il fasse remonter les informations à temps. Là, on aimerait savoir parce que les cas d'urgence là, hier, vraiment, j'ai pleuré lorsque le petit pygmée là est mort. Il est parti d'ici évacué par une infirmière qui était menacée. Si Ascorim n'était pas là, cette fille-là, elle était prête à se... Elle était dans une dépression. Même le ministre, tous étaient rentrés dans la major parce qu'un pygmée, ils sont allés manger l'argent partout. Pour un malade, il avait fait un accident de chasse. Et il est parti, c'est l'hôpital qui l'évacue dans des conditions difficiles. L'infirmière là s'est occupée de ce pygmée-là comme si c'était son propre parent. Elle était menacée par le personnel médical. Oh, les ça ne t'occupe pas de ça. On a vu le ministre a reconnu, il a même donné 500 000 à la dame pour payer les médicaments. Elle a payé les médicaments, même on détourne les médicaments. Le service social est rentré dans la danse pour un pygmée. Parce que le président des pygmées, il fallait manger là-dedans. Mais ça, c'est quel comportement? On l'insulte, mais toi, tu es un cacique, tu meurs quand, tu nous fatigues. J'ai fait venir la CNAMGES à l'hôpital général pour dire qu'il faut sauver la vie de cet enfant. Ils n'ont rien fait. Parce que l'hôpital après passe derrière pour dire, oh, laissez ça, il va mourir. Même si tu dois mourir, est-ce que l'hôpital n'a pas l'obligation d'accompagner quelqu'un qui est en train de vivre? Est-ce que c'est normal qu'on traite des gens comme ça? Ça, c'est ce que j'ai vécu l'hôpital canadien, j'ai eu plein, mais ça me revient encore parce que traumatisé. Je ne sais pas si cette infirmière-là travaille toujours ici, parce qu'en fin de compte, elle voulait partir dans le Haut-Ogooué. Ah, voilà. Mais vraiment, cette fille était tout le temps à mon bureau. Si Ascorim n'était pas là, cette fille-là était prête à se suicider. Sa famille l'ont abandonné, que toi tu es rentré dans une histoire que tu ne maîtrises pas. Donc, il faut qu'on arrange. Moi, j'aimerais par rapport au cas d'urgence, ça arrive partout. Les accidents, c'est partout. L'ambulance, partout, c'est 300 000. Il y a des villes même où c'est 400 000. C'est où dans la loi que l'ambulance doit être payée? Si l'État doit prendre en charge l'ambulance, battons-nous pour que l'État mette les moyens pour que l'ambulance soit au service des populations. Au lieu de prendre l'argent de la fille qui est morte, là, sa mère est morte hier, on était là hier. Elle a dit qu'au finish, le médecin a dit il faut préparer, vous trouver 300 000 pour qu'on évacue avant qu'elle décède, la maman. 300 000, vous allez trouver ça où? Présentement, quand vous n'avez rien. Et aujourd'hui, on me dit hier que les ambulances ici, que ce soit Mingoul et autres, machin, font leur transport tranquille, font leur clando, aux yeux aussi de tout le monde, ils ne sont pas sanctionnés. Entre-temps, les populations peinent à avoir une assurance maladie. Ça, c'est le volet de l'hôpital, mais le volet de la CNAM, vraiment, il faut que je vois le référent, qu'on regarde, parce que 30 à 40 milliards de dettes, c'est trop. Qui on évacue à l'étranger? Aujourd'hui, la CNAM veut dire que pour évacuer un malade, il faut un staff. Les professeurs disent que qui? Nous qui va faire le staff? Alors que c'est quand même bien, ça sécurise tout le monde. S'il y a un staff qui se tient, en Europe ça se tient, moi pour ma fille, il y avait des staffs tout le temps. Quand il fallait prendre la décision de l'urologie vers une autre spécialité, on m'appelle, j'assiste parce que mon enfant était mineur, j'assiste, tout ce qu'on a fait sur ma fille, j'étais là. Et c'est des éminents professeurs qui ont nous aimé vos ce nom-là. Mais au Gabon, pour limiter les casses financières, on dit qu'il faut faire les staffs pour évacuer un malade. Parce que le malade avant, c'est le business. Même le docteur bloque le malade, mais toi, tu es équipe pour me dire que je vais t'envoyer la CNAMGES, tu penses que c'est facile là-bas. Lui-même, il est déjà même bloqué que je ne dois pas faire le dossier pour l'évacuation d'un patient, sachant bien qu'il est limité dans la prise en charge du patient. Il faut qu'on brise ces tabous-là. Maintenant, la CNAM dit on va faire les stages. C'est maintenant le professeur qui dit nous, professeurs, on va faire les stages. Ils font combien de recherches au Gabon? Au Sénégal, là, qui les forment, là, le Sénégal, 1960 comme indépendant. Ils sortent des bulletins de recherche tous les 3 mois. Ils ont l'obligation pour faire avancer la recherche. Pour qui va servir à la médecine pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Mais ici, ils sont libres, ils ont leur argent tranquille. Mais quand on dit arrangeons maintenant, faites les stages pour que la CNAMGES limite un peu les sorties, maman. Et ça, je vais combattre ça.
Donc, moi, j'aimerais savoir avec vous, pour ne pas être longue, je vais faire la récolte avec les patients, regarder un peu ce qu'on peut améliorer. Vous allez me dire aussi ce qu'on peut améliorer. Maintenant, par rapport à l'urgence, là, parce que ça, là, les accidents ici, c'est tout le temps. Et là, j'ai même dit au président dans une déclaration que dans chaque village, tous les 3 ou 4 villages, il faut qu'il y ait un aire d'atterrissement, parce que quand il y a des urgences, il faut que l'hélicoptère atterrisse pour prendre le malade. Même à Libreville, là-bas, tu fais l'accident à Ndjolé ou bien au PK12 avec les embouteillages, comment on peut sauver cette ville-là? Il va faire Libreville 2. Il faut aménager pour que quand il y a un machin, l'hélicoptère, comme on voit en France, ils amènent les malades d'urgence, eux qui ont les routes, mais ils font ça pour sauver des vies. Comment avec autant d'argent on peut échouer? Maintenant, ce que je vous reproche aussi, c'est la communication du rapport médical. C'est à nous, c'est l'OMS, nous sommes cotisants. Pourquoi les médecins font la rétention du dossier médical? Même le rapport, c'est déjà une copie du dossier. Le malade, il ne sait pas ce qu'on a fait sur lui, ce qu'on a décidé. Quand il quitte ici, il va à Bongolo. Bongolo lui dit, où est ton rapport? Mais tu souffres de quoi? Il faut encore reprendre les examens, mais les Gabonais n'ont pas d'argent. Or, s'il a le rapport de son dossier, il peut le présenter facilement à l'autre médecin, il regarde déjà et puis améliore. La rétention. Le port de badge, il n'y a pas. L'accueil, non, là-bas, c'est la fatale. Le sourire là d'une infirmière, là, ça coûte quoi? Le brancardier, non, lui, il est là assis, le malade est là. La loi dit que quand le malade est dans l'hôpital, il appartient à l'hôpital. Mais le brancardier est là, il s'en fout, il se balade. C'est le parent qui sort le malade de la voiture, qui l'amène. Et là même, l'urgence, ils sont même là pour dire, l'accueil pour dire, non, c'est là-bas l'urgence, ou bien appeler déjà les médecins. Non, chacun est docteur. Chacun donne sa loi. Donc, nous vous exhortons, mes frères, de faire en sorte que si nous voulons tous, même en Europe, si les choses ont changé, parce que les populations, les médecins se sont mis ensemble pour revendiquer les meilleures conditions de travail. Parce que si vous travaillez dans de bonnes conditions, ça profite au patient. Si le patient est bien traité, c'est tout le monde qui gagne, y compris le président, parce qu'on dira, grâce à Olivier, il a appliqué telle loi, les choses vont changer à l'hôpital. Mais continuer comme ça, on ne peut pas. Les gens se plaignent. Oh madame, les salaires. On est allé à la fonction publique, vous avez les meilleurs salaires. Nous, on s'est battus. Au-delà de, même si ça paraît petit pour vous, mais vous êtes en A plus 2, ou il y a A1, 2, A1. Honnêtement, j'étais dans la commission. Parce qu'on a dit c'est des spécialistes, eux ils font bac plus 4, 14, 10 pour avoir un diplôme. Et ils doivent battre un A1 comme celui qui sort de l'administration qui a fait bac plus 7. Maintenant, si c'est petit, mettons-nous ensemble. Moi, je suis bien placé pour dire au président, au gouvernement que non, là, on vous a déjà donné les consultations internes pour vous garder à l'hôpital, pour que vous remplissez vos poches un peu quand même. Mais nous, les patients, c'est quoi? Nous, on est les grands perdants dans tout ça. Donc, au niveau d'ici, est-ce qu'il y a une salle aménagée pour la prise en charge d'urgence? Est-ce que la CNAMGES veille sur ça? Parce que la CNAMGES elle-même, elle est le mal de cette caisse-là. Ils sont en manque de personnel. Et ils ne recrutent pas. De 1, de 2, la CNAMGES doit être partout. Voir si ces assurés sont bien tenus, mais rien, ils sont dans les bureaux. Le référent est là, il faut qu'on vienne le voir, mais il est vieux. Il est payé pour voir si les assurés de la caisse sont bien tenus. Rien. Et tout ce qu'on vous reproche aussi, de voir les médicaments. Ce n'est pas forcément pour chacun son éducation. Mais il y en a, c'est des pratiques, non? Vous mettez 4 boîtes, vous utilisez 2 boîtes, 2 autres boîtes, vous les détournez. C'est inconcevable. Moi, je respecte la médecine. Parce que ma fille, aujourd'hui, Sarah, si elle a gaspillé, l'autre arrange. Tout ça, ça fait partie de la médecine. Personne n'a la science infuse. Mais quand un médecin ment, là, ça devient grave. Dit même que je me suis trompée, pardonnez-moi, c'est mieux pour un médecin parce que la vie ne s'achète pas. Mais faire comme on voit là. Parce que quand un médecin commet une faute ou un personnel médical, c'est le médecin de son service qui va le protéger. Parce qu'elle aussi, quand il va commettre les fautes, elle va le protéger. Mais nous, on connaît déjà tout ça. Nous, on dit que la faute, elle est individuelle. Tu poses un acte qui tue quelqu'un, c'est toi qui seras poursuivi devant la justice. L'histoire de se protéger là, bon, toi qui as dit que c'est vrai, quand on apporte le contraire, tu vas rentrer. Hein. Tu vas en prison avec lui. Donc, je vais d'abord m'arrêter là, madame le directeur. Excusez-moi, c'est un coup de gueule. Moi, quand je parle des malades, je suis passionnée.
parce que je ne vis que dans ça. Il y a une petite fille à Bongolo qui va accoucher, elle n'avait que 18 ans. La sage-femme rentre chez elle. Le médecin est chez lui, elle laisse l'enfant avec le personnel, je ne sais pas, c'était stagiaire à Gamba. Et quand elle part, l'enfant arrive, les stagiaires prennent les ciseaux et déchirent le périnée de l'enfant. Cette fille-là, jusqu'aujourd'hui, 6 ans, elle coule. Ils ont déchiré, la fille la coule, une belle fille. Et ce n'est que hier qu'elle me dit, maman, la planche, elle m'appelle pour une évacuation. Et même pour que les médecins acceptent son évacuation, c'est un problème. J'ai dû faire du tapage et là, elle va partir. Elle me dit, maman, je fais comment? Je ne suis pas préparée les couches. Il faut qu'elle mette des couches. 6 ans. Est-ce que dans d'autres pays, on aurait attendu 6 ans pour évacuer un citoyen qui a subi ce genre de préjudice à l'hôpital? Il y a des lois qu'on va proposer. Je sais qu'il y a un vide juridique. Il y a des lois que nous allons proposer à qui de droit pour que ça soit appliqué. Pour qu'on légifère parce qu'on ne peut pas continuer à piloter à vue. Les médecins ont des droits et nous fustigeons l'œuvre des médecins qui ne fait que c'est une coquille des amis. Les médecins se plaignent qu'on cotise alors qu'ils ne foutent rien. L'hôpital devait être géré par l'ordre des médecins. Le travail que nous faisons, nous, on devait coopérer avec l'ordre des médecins pour arranger. Mais eux, non. Quand tu amènes des problèmes, ils sont là sous la protection. Alors moi, je les traite tous des tocards. Moi, je m'en fous. C'est pas normal. La vie ne s'achète pas. Et ils sont là pour protéger la vie. Il faut voir les médecins en Europe. Quand tu rentres à l'hôpital, tout le monde te dit bonjour. Moi, quand je parlais pour la première fois à mon enfant, je dis, oh, ce sont peut-être mes parents qui sont morts. Mais on te dit bonjour à tout le monde. Bonjour madame, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Machin. Ah vous, non. On vous prend, c'est ici le service. Tout le monde est au service du patient. Mais ici, là, le bonjour, c'est vraiment pour une infirmière, donner un bonjour, non. Et les infirmiers sont mal formés. Nous nous battons pour que la science infirmière puisse arriver à terme parce que c'est lui qui seconde le médecin. Si on a des infirmiers bien formés, la prise en charge sera aussi très bien suivie. Mais eux là-bas, ils se battent. L'association qui se bat pour que la science infirmière s'impose, on les combat. Mais qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Voilà. Vous avez vu que notre hôpital est en travaux. Nous avons le service d'accueil des urgences qui est là à côté. Où on accueille toutes les urgences pédiatriques, adultes, médicales, chirurgicales, tous les cas, hein, sauf les urgences obstétricales qui sont directement orientées vers la maternité. Donc, nous travaillons avec les moyens dont nous disposons. Et la population doit aussi être bien éduquée pour savoir que c'est le médecin qui détermine l'urgence. Oui, c'est le médecin qui détermine l'urgence, et pas le parent. Hier, pas plus tard que hier matin, j'ai vécu une urgence simulée par la famille et le patient lui-même. Le matin, j'étais en train de m'habiller, un monsieur est venu se plaindre que son frère n'arrive pas à respirer et il frissonne et les médecins font la visite. J'ai dit, mais c'est pas possible qu'on puisse continuer la visite lorsqu'il y a une urgence. Même si on est en pleine visite, dès qu'on apprend qu'il y a une urgence, parce qu'il y a toujours des gens qui sont à l'accueil, même si on fait la visite. Dès qu'on signale qu'il y a urgence, on crie même qu'on sauve. Tout le monde laisse ce qu'il a à faire pour venir traiter mes formes. Parce que certains peuvent avoir besoin de faire un massage cardiaque, les autres préparer des drogues, les autres ventiler et tout. C'est une chaîne. Les gens qui sont préparés pour faire la réanimation travaillent ici. Là. Et donc, quand je m'habille, je me suis habillée. Quand je me dirige vers les urgences, un monsieur me tend le téléphone. C'est notre DG qui est resté en mission en libre qui me dit, voilà, le docteur, il y a une urgence, et puis les médecins font d'abord la visite, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut me régler cela. Donc, je suis allée aux urgences, et j'ai dit au DG, je suis en train d'y aller justement. Et j'ai trouvé un monsieur allongé sur la civière, il était calme, et j'ai demandé, les autres médecins étaient déjà venus, hein, les médecins des urgences.
le chef de service et sont venus me trouver. Il a demandé, mais où sont les paramètres? On avait déjà vu les paramètres de ce patient et ils avaient vu les paramètres. Un médecin était venu à son chevet avant même qu'il aille en visite. Et les paramètres, la tension était normale, la saturation en oxygène était normale, je crois que c'était 98% à l'air ambiant. Quand on respire à 98%, à l'air ambiant, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'oxygène pour respirer. Ça veut dire qu'on n'a pas de difficulté à respirer. Donc les autres médecins sont venus me trouver au chevet de ce monsieur. Je l'ai touché parce que pour voir s'il était fébrile. La respiration était normale. Et quand j'ai commencé à parler, il s'est mis à frissonner et à respirer vite. Donc, il n'y avait pas d'urgence. Puisque les paramètres vitaux ne démontraient pas qu'il y avait urgence. Et le médecin, qui est chef de service, est venu me dire qu'ils avaient vu ce patient avant d'aller en visite. Ils ont dit, il y a des procédures lorsqu'il y a une urgence. Et on devait venir l'examiner après la visite, étant donné qu'il n'y avait pas du tout une urgence. Ce sont les gens qui voudraient sûrement être reçus en empêchant le déroulement normal du service. Il appartient au médecin de décider que dès qu'il y a une urgence, on laisse la visite pour d'abord aller nous occuper de l'urgence. C'est pas le patient qui doit décider. Parce qu'il a le numéro de téléphone du DG de l'hôpital ou du directeur médical, il n'a pas mon numéro parce qu'ils sont venus vous voir directement. Il a le numéro du DG, il a peut-être le numéro du ministre, ou bien même le numéro du président de la République, chef de l'État, pour venir nous imposer de ne pas respecter nos procédures de prise en charge des patients. Ça là, il y a l'éducation à faire aux urgences. Aux urgences, là, nous enregistrons souvent des arrivées décédées. Ils vont d'abord ailleurs, chez les praticiens, chercher qui est jaloux pour rendre la personne malade. Ils viennent à l'hôpital quand c'est trop tard. Soit ils sont décédés, ou bien ils décèdent peu avant même qu'on ait eu le temps de prendre les paramètres au vide. On doit vraiment continuer à faire l'éducation, la communication pour la santé. En dehors de cela, nous avons un problème de ressources humaines. Parce que la première richesse, c'est la ressource humaine. Des médecins. Le nombre de médecins généralistes n'est même pas au quota. Lorsqu'il y a eu la transition, il y a des postes budgétaires qui ont été donnés au personnel de santé. Nous avons vu des gens qui ont débarqué ici, ils étaient au moins un nombre de 14, non? Les médecins et d'autres spécialistes de la médecine, ils sont venus prendre le service pour avoir leur salaire, mais ils sont repartis tous, sans exception. Aucun des médecins qui ont eu les postes budgétaires et les salaires un mois après n'est resté ici. Pendant ce temps, on a des médecins qui sont médecins vacataires ici. Ce n'est qu'à la dernière vague qui ont été affectés officiellement au CHRO. Et ils sont peut-être encore toujours en attente de postes budgétaires. Ils n'ont pas encore de postes budgétaires. Mais les gens qui ont eu les postes budgétaires, qui n'étaient pas sur place, sont venus faire et sont partis. Il n'y a pas eu de représailles. Voilà, donc nous autres là, nous aurions aimé que ceux qui ont accepté de venir travailler en bourse, parce que la condition c'était qu'ils acceptent de venir travailler en périphérie, parce que nous autres, nous sommes les médecins pour ça, nous venir travailler en périphérie, que ceux-là étaient privilégiés. On leur accordait donc le poste budgétaire avec salaire, mise sur sol immédiate, à condition qu'ils viennent, ils acceptent de venir travailler en province. Mais ils ont fait juste aller-retour, sans aucune conséquence à leur comportement. Pendant que ceux qui sont là continuent à peser sur les recettes auto-générées de l'hôpital parce qu'ils sont payés sur le contrôle de l'hôpital. Tous ces médecins-là sont en attente de l'hôpital. On ne peut pas couper quand ils n'ont pas de salaire. Les spécialistes, ils viennent d'autres structures. Le cardiologue, c'est un cardiologue de la CNSS qui est vacataire. Il est payé sur le fonds propre de l'hôpital. Le réanimateur, c'est un réanimateur de la CNSS. Nous avons le chirurgien vacataire qui revient de Libreville. Donc,
Il y a les médecins journalistes là qui n'ont pas encore de code budgétaire, ils sont payés sur fonds propres. Notre hôpital a encore un grand problème de spécialité qui préfère s'agglutiner à Libreville. Actuellement, nous avons un seul gynécologue, on n'est pas au nord. Nous avons un seul pédiatre. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourtant, on affecte un pédiatre qui va travailler pendant 2 jours et qui part. Et vous l'affectez, il reste pendant plus d'1 an. Hein, parce que c'est le 1er mai qu'elle est venue prendre le service. Et elle venait à peine d'être réaffectée à Libreville. Elle a travaillé pendant 2 ou 3 jours. Et pourtant, on l'a bien accueilli. On a cherché une maison, on a tout fait. Moi-même, je l'ai accueilli, je l'ai amené manger. Assise à la table d'honneur à côté du DG. Parce qu'elle était avec le 1er mai, on était en train de fêter le 1er mai. Donc, c'est vous dire, quant au personnel infirmier, le fait que l'État ait décidé de ne plus former les gens, nous a vraiment... Un hôpital sans infirmier, c'est un hôpital. C'est l'infirmier qui est en permanence avec le patient. Mais quand l'infirmier est déjà vieux, malvoyant, malentendant, peut-être avec un AVC, handicapé, avec hémiplégie, parce qu'il a trop donné. Il a fait de 30 gammes par mois ou 20 gammes par mois, s'il n'y a pas de personnel. Il y a des cas, hein, ce sont des cas documentés de notre hôpital, où des infirmiers, parce qu'ils sont majeurs, sont retrouvés handicapés à surcharge de travail. Il n'y a pas de personnel. Notre hôpital fonctionne avec les stagiaires. Des formations, des formations sanitaires, là. Et ils ne sont pas payés, puisque l'État ne veut pas les embaucher. Si au moins on leur donnait régulièrement quelque chose, ils seraient présents. Nous ne pouvons même pas agir sur eux, puisqu'ils ne sont pas payés. Même d'avant le taxi, ils n'ont pas. Donc, vraiment, c'est un problème de ressources humaines. Le plus gros problème, c'est la ressource humaine. Maintenant, pour avoir le médicament, le médecin peut savoir ce qu'il faut faire, mais quand il n'a que ses mains et ses yeux pour travailler, vraiment, c'est vraiment pas possible. Tu sais ce que tu peux faire pour soulager une urgence, pour traiter une urgence, mais tu n'as rien. Nous avons conçu des kits d'urgence pour tous les cas, pour éviter à l'usager de sortir de l'argent tout de suite. Les kits en fonction des pathologies que nous rencontrons ici, les 20 c'est 19. Hein. Aux urgences, on a conçu 19 kits qui permettent de prendre en charge tout de suite. Voilà. Il y a des kits qui ne dépassent même pas la valeur de 5 000 francs. Je pense que la planche peut nous offrir ces kits-là pour qu'ils soient disponibles en fonction de nos statistiques. S'il y a un cas de paludisme chez l'enfant, on sait ce qu'il y a dans le kit. C'est moins de 5 000 francs, le kit. Juste pour que la prise en charge soit faite immédiatement, sans ordonnance. Parce que le temps de faire une ordonnance, ça, ce sont de précieuses minutes qui peuvent sauver une vie. Lorsque tout est là. Dès que le médecin peut poser au diagnostic, immédiatement, on commence à prise en charge. Grâce à cette équipe de l'ordonnance. C'est un travail qui a été fait depuis l'année dernière. Attends, qu'on puisse aboutir à cela. On a l'équipe. La composition de l'équipe a été faite par le médecin du service des urgences. Donc nous avons bien, mais les moyens. Quant aux médicaments de l'hôpital, le circuit de paiement de nos fournisseurs là, est tellement alourdi. Nous avons travaillé ici par le passé où il y avait vraiment ce qu'on appelle une gestion autonome de l'hôpital. Nous faisons des commandes, peut-être à 7 heures, et dans la même journée à 10 heures, ces médicaments étaient à l'aéroport avec Air Inter. Hein. À 10 heures, une commande à 7 heures, à 10 heures. Il y avait aussi le système de déposit. Quand le budget arrive, tout le monde sait combien il est pour acheter les médicaments. Moi qui étais médecin-chef de service de pédiatrie, je savais qu'il y a 160 millions pour acheter les médicaments. Je savais qu'il y a 85 millions. Jusqu'à la fille de salle, il savait. Donc personne ne pouvait raconter n'importe quoi.
Et ça fait en sorte qu'on puisse avoir toujours le médicament. Il suffisait de prester. Et il y avait un forfait. Dans un forfait, tu payes l'hospitalisation 4500 par jour. Tout est compris dedans. Les examens de sang, les médicaments, même si le médicament coûte 30 000, mais c'est toujours 4500. Ça marchait. Les gens, et ça marche. Puisque ça a existé, et c'était le budget de l'État, c'est l'État qui prenait cela en charge. Ce budget-là a complètement disparu. Pour avoir même pas le dixième du budget, mais il est donné par voilà, on est parti d'1 million, 1 milliard 800 millions à 300 millions en tout. Vous recevez par petits morceaux. Le premier temps, peut-être, je ne sais pas combien, vous recevez 80 millions, ou 85 millions, ou 100 millions. Et parfois, la dernière tranche n'arrive même pas. L'année passée, la dernière tranche n'est pas arrivée. Et que le budget. Voilà. Le président lui-même avait parlé de que le budget, qui reste bloqué quelque part. Les fournisseurs chez lesquels le directeur général et son équipe sont obligés d'aller s'humilier pour demander les réactifs en bon, pour demander les médicaments en bon, en espérant qu'on va payer. Lorsque ce n'est pas réglé, ils ne vont pas envoyer. Ou le trésor donne un bon, voilà, on envoie ce papier-là pour prouver que bon, on a viré l'argent. Le fournisseur attend que l'argent soit effectivement dans son compte. Donc, la maîtrise du circuit de règlement des fournisseurs là, doit être revue. Il faut que vraiment, si on dit qu'on a une autonomie de gestion, que nous pouvions nous-mêmes avoir les moyens, on fait la commande, on reçoit. On fait la commande, on reçoit. De passer par 1000 intermédiaires là, ça alourdit. Ça alourdit. Je sais que nous allons peut-être voler une partie, mais c'était mieux avant. Quand on détournait quand même, mais au moins le patient était. Et on pouvait gérer le circuit patient correctement. On sait qu'il est passé par là, il a prescrit tel médicament. Mais quand on fait une prescription, l'évolution du malade est toujours stationnaire parce qu'il n'y a pas le médicament. On va savoir comment c'est peut-être la prescription qui n'est pas bonne. Ou c'est parce qu'il n'y a pas la disponibilité de médicaments. Parfois, le diagnostic n'est pas rapidement posé parce qu'on n'a pas les moyens de faire les analyses de sang. C'est la CNAMGS qui est venue pour normalement améliorer la situation, mais c'est venu plutôt nous alourdir la situation. Hier, j'étais en consultation. Il y a les femmes enceintes et les enfants de moins de 3 mois sont exonérés de tout paiement. Mais il y a des gens qui ont des nouveaux-nés, d'une semaine, 10 jours, et l'autre avait 11 jours, qui ont fait des va-et-vient. Parce que l'agent de la CNAMGS ne sait pas que dans la machine, il y a nouveau-né exonéré. Il ne sait pas. Ça a fait des va-et-vient, les parents se fâchaient. À la caisse de l'hôpital, on met bien ticket, 0 francs exonéré. Mais quand ils arrivent à la CNAMGS, on leur met plein. Ça sort la machine plein. On met le nom de la mère. Sans mettre qu'il y a le nouveau-né et la date de naissance du nouveau-né. La machine fait sortir tout ça. Puisque depuis qu'on a mis la machine, moi j'ai déjà reçu plusieurs fois les enfants exonérés. C'est bien marqué exonéré, date de naissance, nouveau-né. On met la date. Mais hier, celle qui était là, parce qu'elle n'a pas bien suivi la formation. Donc, il y a toutes ces complications-là d'insuffisance de formation des gens qui sont là. Et tout ça, ça me fait des usagers. Ils ont fait des va-et-vient entre la CNAMGS et nous. Je peux recevoir l'enfant, mais si je prescris les médicaments d'un nouveau-né, alors avec le nom d'une mère qui est née en 2005 ou qui est née en 1991, je veux prescrire les doses pédiatriques, ça ne doit pas être servi à la pharmacie. Or, l'enfant est exonéré. Donc, il y a tout ceci. Nous avons la volonté, mais il faut qu'on ait les moyens. Et le fait que les gens viennent à l'hôpital, ils connaissent le DG, ils connaissent même moi, la directrice médicale, parce que moi, parent militaire là, voilà, ils sont aussi comme ça. Il est militaire parce qu'il porte une arme,
Il y a des gens qui viennent avec la machette pour nous menacer, sans oublier la violence verbale, les humiliations. Ça là, ce n'est pas normal. Notre milieu professionnel est violé par tout le monde. Parce que nous avons déjà une mauvaise presse. Oh non, c'est l'hôpital n'est pas bien au Gabon. Donc c'est nous qui devons souffrir, peut-être perdre nos vies à cause de cela. Donc tous ces aspects doivent être vus. L'usager doit être éduqué. Il doit savoir que lorsqu'il vient s'adresser à des gens. J'étais à Libreville, je voulais retirer de l'argent dans mon compte à Bissig. Je suis arrivé à Bissig, lui, parce que ça ouvre. D'abord, c'est marqué caisse 1, il n'y a pas de caisse 2. J'ai demandé, mais pourquoi il y a caisse 1 alors qu'il n'y a pas un numéro 2? Je suis resté là, j'avais mon ticket, 77 à 8 heures. Mais je suis resté, à 15 heures, on nous a enfermés parce que je n'avais pas été reçu avant 16 heures. Donc, une seule caisse, beaucoup de monde. Donc, tout le secteur comme ça. Je suis allé habiter à la banque de Bissig de lui, enfin ex-Bissig. Ça s'appelle maintenant AFG ou AGF. Donc, c'est comme ça partout. Il faut qu'on fasse quelque chose pour que logiquement, lorsqu'il y a affluence, il y ait aussi assez de personnes pour recevoir les usagers. Partout où on est, il faut prendre la démarche qualité. Que ça soit à l'hôpital, que ça soit à l'hôpital, à la banque, ou dans une structure publique ailleurs, nous devons quand même changer au niveau des Gabon. Voilà.